module, l'audition. Donc, on va vous expliquer un petit peu, bien sûr, l'anatomie, mais aussi toute la physiologie de l'audition. Donc, comment ça se fait qu'on est capable de percevoir différentes ondes sonores et traduire ça en son qui fait du sens pour nous. Donc, première des choses, en termes d'anatomie, je vais vous demander, pour les structures que je vais pointer, connaître leur localisation, c'est-à-dire est-ce qu'elles font partie de ce qu'on appelle l'oreille externe, moyenne et interne. Donc ça, c'est une première chose que vous devez savoir. Et ensuite, tranquillement pas vite, dans les prochaines diapositives, je vais reprendre chacune de ces structures, je vais vous parler un peu de leur fonction, et à la fin, je vais terminer avec une espèce d'histoire qui vous explique les étapes de A à Z sur justement comment ça marche après avoir capté les ondes sonores, qu'est-ce qui se passe, quelle structure intervient et qu'est-ce qu'elles font. Et si vous êtes à l'aise avec cette dernière histoire et que vous êtes capable d'associer chacune de ces structures à la bonne région de l'oreille, bien, vous êtes complètement prêt pour l'examen, en fait, pour cette partie-là, évidemment. Donc, première des choses, ce qu'on appelle l'oreille externe, c'est évidemment la partie extérieure. Donc, on voit les composantes ici que je vais nommer dans quelques secondes. Il y a une partie plus centrale, donc évidemment, c'est une partie intérieure, mais qui est comme une région intermédiaire entre l'oreille interne, donc les structures les plus profondes au niveau de l'oreille, et la partie externe. Donc, ce qu'on appelle l'oreille moyenne, c'est vraiment cette région entre la partie interne et externe. Et première des choses, comme je le disais, je veux que vous soyez capable, pour les éléments que je pointe, de me dire si ça fait partie de l'oreille externe, ou moyenne, ou interne. Donc, dans un premier temps, l'oreille externe comporte quoi? Bien, l'auricule, ou peut-être que vous connaissez mieux le terme pavillon, donc, ou pavillon auriculaire, auricule, c'est la même chose. Donc, évidemment, c'est la partie très, très visible de l'oreille, qui a un peu une forme particulière, hein? C'est pas au hasard. Si vous regardez, ici, on a comme des espèces de creux, un peu en forme d'entonnoir, et en fait, on se concentre vraiment vers, les courbes ne sont pas au hasard, hein? On se concentre vers le centre de l'oreille. Donc, c'est un peu, pour moi, le pavillon, l'auricule, c'est un peu comme un radar. Donc, une grande partie comme ça extérieure qui va capter les ondes sonores qui vous bombardent, les bruits, les sons, les paroles. Certains passent tout droit, mais les ondes sonores qui vont frapper l'auricule vont le capturer d'une certaine façon. Donc, on pourrait dire que le pavillon sert à capturer les ondes sonores. Et par son anatomie très particulière, on va rediriger ces ondes sonores-là vers le centre de l'oreille pour passer à la deuxième structure qu'on appelle le conduit auditif, ou parfois on va parler de méa acoustique, c'est la même chose. Donc, déjà, l'oreille externe fait partie, le pavillon fait partie de l'oreille externe, le méa acoustique, ou si vous préférez, le conduit auditif, fait partie aussi de l'oreille externe. Donc, ça, c'est déjà une première chose qu'il faut savoir. Puis évidemment, le conduit auditif ou le méa, ben, on le sait, tout le monde connaît ça. Donc, c'est l'espèce de conduit comme ça qui va acheminer les sons vers la membrane au fond du méa, au fond du conduit qu'on appelle le tympan. Le tympan, donc, ou la membrane tympanique, c'est la même chose. Donc, c'est cette petite membrane ici. Je considère qu'elle fait partie également de l'oreille externe. Bon, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais regardez, la ligne en pointillé, ça peut faire partie aussi de l'oreille moyenne. » Donc, il y a une partie du tympan qui fait partie de l'oreille moyenne, puis l'autre partie de l'oreille externe. Mais généralement, donc c'est sûr que j'accepte les deux à l'examen, mais généralement, je préfère l'oreille externe parce que pour certaines otites qui vont se faire à la surface ici, quand le médecin regarde, le tympan est souvent, on peut percer le tympan en insérant un objet ici, donc en utilisant les structures externes. Donc souvent, on va associer le tympan à la partie externe de l'oreille, donc à l'oreille externe. Donc c'est plus ça que je vous demande de retenir. Puis évidemment, on verra en détail comment ça fonctionne, mais le tympan, l'image qui me vient en tête, c'est un peu une peau de tambour qui est tendue et elle va vibrer selon les ondes sonores qui vont la percuter. Donc aussitôt qu'une onde sonore qui frappe le tympan, en fait, le tympan se met à vibrer et ça va transmettre les ondes sonores à l'oreille moyenne. Donc, l'oreille moyenne, il n'y a pas grand-chose en fait. C'est des petits os qu'on appelle les osselets. Des osselets, c'est des petits os miniatures. Il y en a 3 qui sont attachés ensemble. Donc, on va parler, exemple, le premier qui est un peu une forme de marteau, c'est le premier des osselets qui est accroché au tympan. Celui du centre rappelle un peu la forme d'une enclume, donc on l'appelle enclume évidemment, et le dernier qui ressemble un peu à un fer à cheval, on parle d'étrier. Donc, dans l'ordre, marteau,
accroché après le tympan, au centre l'enclume, et à la fin, l'étrier qui va permettre de transmettre les sons à l'oreille interne. Il n'y a pas d'autre chose. Donc, l'oreille moyenne, c'est vraiment les osselets, en fait. Okay? Et comment ça fonctionne, en gros? Ben, quand le tympan va vibrer, les osselets vont se cogner ensemble, un sur l'autre, ils vont s'entrechoquer, et ça permet de transmettre comme ça les ondes sonores d'un osselet à l'autre, et on va permettre comme ça différents événements au niveau de la fenêtre vestibulaire qu'on va voir par la suite. Pour l'oreille interne, on va retrouver justement ce que je viens de dire, la fenêtre vestibulaire, donc petite région ici, qui est un peu comme une région tampon entre les osselets et les structures internes de l'oreille. Et essentiellement, on va reconnaître les canaux semi-circulaires que je pointe présentement. Donc, vous devez associer canaux semi-circulaires à l'oreille interne. C'est des petits canaux remplis de liquide, du liquide qui rappelle vraiment l'eau. Et en passant, je vais le dire à quelques reprises, mais n'ont aucun rôle dans l'audition. Les canaux semi-circulaires, ça fait autre chose. Ça permet de... En fait, ils vont participer au contrôle de votre équilibre. Puis j'ai déjà dit, exemple, si vous êtes à la ronde, puis vous avez la tête en bas, il y a un déplacement de liquide qui se fait, puis votre encéphale va percevoir qu'on n'est pas au bon endroit. Donc, tout le positionnement de votre corps peut être interprété par le déplacement de liquide comme ça dans les canaux semi-circulaires, mais en aucun cas va vous permettre de percevoir les sons. Donc, c'est une autre fonction complètement différente. Ceci dit, comme ça fait partie de l'oreille, vous devez savoir que ça fait partie de l'oreille interne. Et ensuite, essentiellement, évidemment, il y a les différents nerfs. Donc, nerfs crâniens qui peuvent passer par là. Celui qui m'intéresse plus aujourd'hui, c'est le nerf cochléaire qui est associé à l'audition. Mais regardez l'espèce d'escargot que j'ai ici, qui fait comme une espèce de coquille comme ça. Organe extrêmement important qu'on appelle cochlée. Quand on parle d'implant cochléaire pour traiter certaines formes de surdité, personne qui est sourde, c'est un petit appareil électronique qui vient s'insérer ici, qui remplace la fonction de la cochlée. Et en fait, la cochlée, c'est vraiment l'organe clé, c'est le cœur de l'organe qui, en fait, contient les structures qui vont permettre d'interpréter les ondes sonores. Donc, l'audition est très importante, c'est là que ça se passe en fait. Donc, première des choses, la cochlée fait partie de l'oreille interne. Et il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur. On verra tantôt la membrane tectoriale, les stéréocyles. Donc, il y a beaucoup d'éléments ici, des rampes aussi qu'on va voir. C'est des conduits remplis de liquide qui sont à l'intérieur de la cochlée. Pour l'instant, j'en parle pas, on ne les voit pas sur le dessin, mais vous devez comprendre évidemment que tout ce que je vais dire tantôt, quand je serai à l'intérieur de la cochlée, fait bien sûr partie également de l'oreille interne. Donc, vous devez être capable de faire ça aussi. Donc, pour l'instant, vous êtes capable d'associer les structures de l'oreille à la bonne région. Maintenant, ce qui m'intéresse plus pour la suite des choses, c'est de vous expliquer un petit peu la physiologie de l'audition. Donc, comment tout ça fonctionne. Donc, avant d'aller là, juste vous expliquer un petit peu rapidement les dessins. On a coloré les différentes parties. Donc, j'en ai parlé un petit peu. L'auricule ou le pavillon, ça va. Conduit auditif ou le MEA, ça va. Mais je voulais attirer votre attention, là. Ici, là, ce que je colore, ils l'ont fait en bleu ici, là, c'est de l'os, c'est des os du crâne. En fait, c'est l'os temporal, un os qui vient recouvrir le devant de votre cerveau. Donc, on a une partie, et vous réalisez jamais qu'en fait, il a fallu creuser cet os-là. Donc, en fait, le conduit auditif passe à travers l'os temporal, littéralement. Donc, on s'arrange quand on se développe pendant la période fœtale ou embryonnaire, en fait. Qu'est-ce qui arrive? Au début du développement, on va vraiment empêcher la formation de l'os ici par différents mécanismes et ça fait qu'on peut faire passer éventuellement le conduit auditif et former la membrane tympanique ou le tympan. Okay, donc, conduit auditif, évidemment, on en a parlé. La membrane tympanique, c'est en fait le tympan, c'est la même chose, qui est au fond du conduit, tel que vu précédemment. Donc, ça va. Ah oui, la trompe auditive, je vais vous en parler tantôt, en fait, il ne faut pas l'oublier. C'est un espèce de conduit comme ça qui va relier la gorge, en fait, au niveau de l'oreille interne. En fait, je vais en parler tout de suite. J'ai peur d'oublier tantôt. Donc, vu qu'on le voit ici, trompe auditive, en fait, vous pouvez noter dans votre cahier de notes sa fonction. Je vais tout de suite l'expliquer. Donc, trompe auditive, dans le temps, on l'appelait la trompe d'Eustache. C'est la même chose, peu importe l'appellation que vous connaissez, si vous avez déjà fait de la bio. Même chose. Et en fait, ce que vous allez noter, c'est que la trompe auditive permet de chasser l'air vers la gorge
pour ajuster la pression interne. Okay? Donc, je vais expliquer ça, qu'est-ce que ça veut dire en 2 secondes. Donc, ça permet de chasser l'air vers la gorge, puis ça pourrait aller en sens inverse. On peut ramener de l'air aussi vers l'oreille interne. Mais l'idée, c'est de faire déplacer de l'air comme ça. Donc, c'est un conduit, la trompe auditive, qui relie l'oreille interne comme ça vers la gorge, ou la pharynx, là, c'est la même chose, pour ajuster la quantité d'air. Donc, ajuster la pression. Pourquoi je vous raconte ça? Bien, le tympan, ici, c'est une membrane fragile. Donc, l'air qui va entrer comme ça au niveau de l'oreille va exercer une certaine pression, va pousser sur la surface externe du tympan. Mais j'ai de l'air ici aussi qui va exercer une autre pression ici. Et ce qu'on doit faire, c'est s'assurer que les deux pressions soient égales. Comme ça, il n'y a pas de problème, on ne peut pas briser le tympan. Mais pour X raison, exemple, si on change d'altitude, on monte en montagne, peu importe, les variations de pression aussi, faites de la plongée sous-marine, les variations de pression que vous pouvez vivre, bien, si pour X raison, la pression devient beaucoup plus forte ici qu'à l'intérieur, ça va pousser tellement fort ici qu'on va pouvoir briser la membrane. Puis l'inverse pourrait être vrai aussi. Donc, un des mécanismes qu'on utilise, c'est qu'on utilise ce conduit-là qui relie à la gorge et on peut chasser ou ajuster la quantité d'air ici pour exercer, soit augmenter la pression sur le tympan, face interne, ou la diminuer. Mais on s'assure qu'on est capable de supporter la pression extérieure ici. Donc ça, c'est la première fonction. Ça, c'est vraiment, pour un biologiste comme moi, c'est l'élément important. Mais pour des gens qui vont travailler en médical, hein, dans le domaine médical comme vous, très important la trompe auditive, parce qu'elle explique les fameuses otites en partie. Donc, une inflammation de la région de l'oreille, souvent au niveau du tympan. Et ce qu'on vous explique rarement en classe, c'est que, bon, c'est sûr que c'est dû à des infections et tout, et ce que vous pensez tout le temps, c'est, bon, on vous demande, est-ce que vous êtes baigné, est-ce que vous êtes contaminé? Donc, on pense toujours à une infection qui passe par l'extérieur comme ça. Par le conduit auditif, on vient infecter, réaction d'inflammation, très douloureux. Des fois, ça épaissit tellement ici qu'on ne peut même pas insérer un Q-tips là, ou un... Parfois, le médecin il vient regarder, en fait, puis il doit écarter ça, puis c'est très douloureux, puis c'est tellement inflammé. Bon, c'est classique. Maintenant, c'est vrai, c'est une otite possible. Mais souvent, vous me posez la question, puis vous avez de la difficulté à l'expliquer. Ouais, mais moi, je connais des gens où j'ai un patient qui fait des infections à répétition au niveau de la gorge, donc une pharyngite, à répétition, puis ça tombe en otite souvent. Puis là, vous ne comprenez pas trop. Bien, la trompe auditive explique tout ça. Et en fait, imaginez-vous que ce que je dessine ici, c'est la gorge, le pharynx. Donc, si tu as mal à la gorge, parce que tu as des bactéries, pour X raisons, tu t'es infecté, peut-être ils étaient dans la cavité orale, peut-être vous les avez inhalés, peu importe, mais ils vont descendre dans la gorge et commencent à vous infecter, vous avez des maux de gorge. Et vous ne connaissez pas encore le système respiratoire, mais en gros, si je fais le système respiratoire de façon très, très schématique, donc, exemple, la bouche, la gorge ici, le pharynx, éventuellement, on tombe dans la trachée. Ça, c'est pas à prendre en passant, hein, c'est juste pour le fun, là. Donc, la gorge ici, ou la pharynx, trachée, les bronches éventuellement, puis on s'en va dans les poumons. Okay? Donc, 2 poumons comme ça ici. Bien, pour vous parler d'infection, le bronchite, pneumonie, otite, pour moi, c'est tout relié. Commence toujours de la même façon. Infection de la gorge, on appelle ça une pharyngite, pharynx, inflammation de la gorge, ça passe, donne des antibiotiques quand c'est sévère, parfait. Si c'est mal contrôlé ou c'est particulièrement virulent, ça peut descendre vers la trachée et les poumons. Inflammation des poumons éventuellement, mais mettons des bronches, on appelle ça une bronchite. Si ça arrête là, donne des bons antibiotiques, parfait. Mais si ça se complique, on peut descendre dans un autre conduit, des bronchioles, une bronchiolite, puis finalement, tombe dans les poumons. Là, c'est un conduit, c'est un cul-de-sac, hein, c'est un gros sac. On ne peut pas ressortir de là, puis là, les bactéries poussent là-dedans, on appelle ça une pneumonie. Bien, on part souvent d'une infection de la gorge comme ça et on suit le trajet. Okay? C'est juste la logique. Bien, là, ce que je vous montre, ça, c'est comme le classique. Hein? Une pharyngite mal soignée qui finit en bronchite puis en pneumonie. Maintenant, on peut remonter vers le haut. C'est ce que vous manquez. Souvent, ce que je viens d'expliquer là, vous le savez déjà, même si vous n'avez pas utilisé le système respiratoire. Mais on peut faire une otite vers la face intérieure ici à cause de la trompe auditive. Donc, si la bactérie, au lieu de descendre de la gorge vers la trachée et les bronches, elle décide de remonter, elle fait du hasard, ou elle se multiplie, bien, elle remonte par la trompe auditive ou la trompe d'Eustache, je m'en viens dans l'oreille interne.
Et là, l'infection remonte comme ça en provenance de la gorge. On le voit ici. Donc, on revient pour la gorge et on vient infecter l'intérieur ici. C'est une otite plus sévère. Et c'est pour ça que des gens qui ont souvent les amygdales infectées, il y en a qui vont faire des infections chroniques au niveau des amygdales pour X raisons, au niveau de la gorge, bien, ils sont plus sujets à faire des otites parce qu'il y a toujours un risque que les bactéries remontent. Ils peuvent descendre, peuvent remonter. S'ils remontent, bien, on infecte ici. Donc, ça fait comme deux types d'infections au niveau de l'oreille, deux types d'otites. Et je laisse simplement vous expliquer pourquoi qu'une infection de la gorge peut conduire à des otites, contrairement à ce que vous imaginez tout le temps qu'on arrive par l'extérieur. On a ce chemin-là aussi qui peut nous amener une infection. Okay? Donc, c'était juste ça un peu l'objectif, que vous compreniez bien. Si je reviens plus au cours maintenant, bien évidemment, pour l'instant, tout ce que vous savez au niveau de la trompe auditive, c'est simplement pour ajuster la quantité d'air et la pression, en fait, au niveau du tympan, pour s'assurer que les pressions soient équivalentes pour empêcher, justement, des lésions au niveau du tympan, parce qu'évidemment, s'il est brisé, ben, on pourrait avoir des problèmes de surdité. Les petits osselets de l'oreille moyenne, donc je parlais de marteau, ça c'est la version latine, là, latine, pardon, mais c'est la même chose, là, vous pouvez le dire en français, c'est pas grave, là. Marteau, stapes l'étrier, malleus, marteau, incus, j'ai oublié où j'étais rendu, donc marteau, enclume et étrier, donc incus c'est évidemment l'enclume, mais je vous suggère le terme français, ça va. Ici c'est pour votre culture, mais je trouvais ça intéressant, quand on vous dit des osselets, ben, il y a deux choses à retenir ici. On voit ici, c'est grandeur réelle, donc une pièce de monnaie américaine, une scène, vous avez la taille des osselets humains. C'est plus petit qu'une scène, là, hein? La surface que ça l'occupe, c'est vraiment ça. Donc, c'est des très petits osselets. Et l'impact médical de tout ça, c'est que c'est des osselets fragiles. C'est des petits os, là. C'est pas une clavicule, c'est pas un fémur dans la cuisse. Donc, c'est des os qui se cassent assez facilement. Et des gens qui travaillent avec je sais pas, dans une discothèque comme technicien de son, qui travaillent des musiques très fortes, ou dans une industrie qui n'a pas les protections adéquates, une industrie, j'allais dire, l'aviation, peu importe, ou le marteau-piqueur sur la voirie, peu importe, si vous n'avez pas les protections suffisantes, à long terme, des ondes sonores puissantes peuvent venir abîmer, fracturer, fragmenter, en fait, les petits osselets. Puis si j'en casse complètement, bien, la chaîne de transmission des sons ne se fera plus. Donc, ça peut amener des problèmes de surdité aussi. Donc, c'est juste pour faire prendre conscience, en fait, que ces os-là sont très fragiles. Et maintenant, je passe à l'oreille interne. Donc, je vous avais dit qu'il y avait comme deux espèces de fonctions, l'équilibre puis le son. J'ai réglé tout de suite l'équilibre. On avait parlé un petit peu dans la capsule 5, partie 4, avec pas la capsule 5, mais la séquence 5, partie 4. Là, vous donne de cours. Quand je parlais du cervelet, souvenez-vous, hein, coordination musculaire, équilibre, plein de propriocepteurs qui participent, mais il y a aussi l'oreille. Je vous disais que l'oreille participait à l'équilibre, et là, on va voir ça aujourd'hui. Donc, au niveau de l'oreille, les canaux semi-circulaires, c'est des canaux qui sont remplis de liquide. Et là, on voit un peu la forme particulière. Donc, le liquide va circuler comme ça dans différentes sections du canal. Aucun rôle dans l'audition, je l'ai dit tantôt, c'est pour l'équilibre. Donc, une communication qui se fait entre les canaux semi-circulaires de l'oreille moyenne et le cervelet. Maintenant, le liquide qui va circuler ici, dans ces canaux-là, le déplacement du liquide va être perçu par certains récepteurs, propriocepteurs et tout, et ça va indiquer à votre cerveau, à votre cervelet, le positionnement de votre corps, en fait. Surtout de votre tête, là, mais on va déduire le positionnement de votre corps dans l'espace. Donc, exemple, si il y a des mouvements, exemple, vous êtes sur l'eau puis il y a des vagues, ça va permettre un déplacement latéral des liquides ici et ça va être perçu comme un mouvement. Donc, oui, avec vos yeux, vous pouvez voir que vous bougez, que vous avez la tête en bas et tout, mais même si je vous bande les yeux, vous ne voyez rien, le déplacement de liquide comme ça va informer le cervelet de votre positionnement corporel. Je donne toujours le même exemple, mais je trouve qu'il est frappant. Vous êtes à la ronde, tête en bas, dans un manège, vous voyez le sol puis le ciel qui est inversé, c'est vos yeux, mais je bande les yeux, vous le savez que vous n'avez pas la tête du bon bord, parce que si vous avez la tête en bas, le liquide, par gravité, peut se ramasser dans la partie inférieure ici, ce qui va générer les influx nerveux. Donc, on stimule des propriocepteurs, génère des influx nerveux. Certains nerfs spécialisés, les nerfs crâniens, vont amener cette information-là
vers le cervelet, exemple, et tout. Et là, on va pouvoir, comme ça, interpréter le positionnement de votre corps. Et ça devient utile parce que c'est pas juste de l'interprétation pour vous dire où c'est que vous vous retrouvez. Même quand vous marchez, vous prenez une marche, je sais pas, en forêt, ce liquide-là bouge tout le temps et le fait que vous êtes capable de rester debout pour ne pas perdre l'équilibre, parce que justement, ce liquide-là, en bougeant à chaque pas, vous informe en temps réel du positionnement de votre corps. Il y a bien d'autres propriécepteurs dans le corps, au niveau des tendons, des muscles, des certains membres et tout, pour justement informer. C'est la compilation de l'ensemble de ces informations-là qui informe le cervelet, exemple, puis l'encéphale, de ce qui se passe et qu'on peut réajuster si nécessaire pour maintenir l'équilibre. Je rouvre une parenthèse médicale, labyrinthite, inflammation du labyrinthe, donc canaux semi-circulaire, parfois on parle de labyrinthe osseux, là c'est la même chose. Donc une labyrinthite, c'est une infection qui provoque une inflammation au niveau de ce labyrinthe. Si je viens comprimer ici, la circulation du liquide est comme... Il y a un impact, on empêche la circulation du liquide, ça se fait moins bien, donc l'interprétation est difficile. Puis là, votre encéphale ne sait plus comment interpréter ça. Donc là, souvent, on a des nausées, on est étourdi parce que c'est une confusion, en fait, de l'encéphale. On interprète mal le message parce que là, ici, ça ne fonctionne pas. Ça peut être, c'est pas nécessairement chronique, ça peut être juste une infection, on donne des médicaments, des antibiotiques si c'est une bactérie, puis là, ça peut guérir, puis là, on se débarrasse de la bactérie, ça redevient normal. Donc, ça peut durer longtemps, des fois, mais ça va. Ce qui est plus complexe, c'est quand c'est des virus. Il y a des virus connus qui donnent la labyrinthite. Là, vous avez ces sensations désagréables, d'étourdissement, de nausée. Mais dans ce cas-là, plus compliqué, on a moins d'antiviraux pour ces virus-là, puis parfois, ça dure longtemps. Une autre situation qui est très chronique, c'est que c'est pas une infection, c'est des cristaux de molécules qui flottent dans le liquide et qui restent coincés dans le liquide. Ça peut être des cristaux de calcium parfois, des particules, des protéines, peu importe. Et ces cristaux-là qui flottent, on ne peut pas s'en débarrasser généralement. Et ça interfère avec l'interprétation, le mouvement du liquide, mais surtout l'interprétation. Et là, on a les symptômes associés à une labyrinthite chronique. Donc ça, c'est vraiment pas drôle, parce qu'on a les nausées, les étourdissements qui peuvent être sévères. Et tant qu'on traîne ces petites particules-là, on a ce problème-là. Donc, peu importe, une labyrinthite, c'est une dysfonction comme ça du canal semi-circulaire. Et évidemment, c'est plus difficile de garder l'équilibre, puis ça explique tous les symptômes d'étourdissement et tout, qui est dû tout simplement à une mauvaise analyse du déplacement de liquide ici. Donc, c'est tout. Hein? Dans le fond, l'équilibre, vous êtes familier un peu. On avait pas mal parlé avec le cervelet, donc ça vient juste compléter un petit peu vos connaissances antérieures. Ce qui m'intéresse plus aujourd'hui, pas que c'est pas important ce que je viens de dire, mais ce qui est nouveau, donc que vous allez devoir porter attention, c'est vraiment l'escargot ici. Évidemment, vous me dites jamais ça à l'examen, c'est simplement pour vous aider, mais c'est la cochlée. Hein? Donc, ce qui ressemble à un escargot, c'est la cochlée. Et à l'intérieur de la cochlée, ici, ce que vous devez savoir, ce qu'on appelle le labyrinthe membraneux, c'est rempli de liquide, qu'on appelle la lymphe. Hein? On peut avoir l'endolymphe, la périlymphe, qui sont situés à des endroits différents. On le voit ici, ils ont fait une espèce de couleur. Hein. Donc, l'endolymphe est plutôt associé au labyrinthe membraneux, la périlymphe associée au labyrinthe osseux, et la cochlée, en fait, est constituée de deux types de labyrinthe, un plus mou, entre guillemets, qui est fait de membrane, l'autre c'est vraiment de l'os. Donc, dépendamment de laquelle section on se retrouve au niveau de la cochlée, est-ce qu'on est dans le conduit cochléaire, est-ce qu'on est vraiment dans la cochlée, c'est pas le même labyrinthe, mais c'est pas le même liquide. Ce qui fait que, généralement, les conduits au centre ici, on parle de rampe, ok? On va parler de rampe vestibulaire, de rampe tympanique. Que ce soit de l'endolymphe ou de la périlymphe, là, on va se le dire, c'est de l'eau. Okay? C'est un liquide qui ressemble beaucoup à de l'eau, c'est aqueux, et généralement, ce liquide-là va transmettre les ondes sonores au centre de la cochlée, et il y a un organe, l'organe d'audition, pour moi, c'est l'organe que j'encercle ici. Ce que j'encercle, en fait, c'est pas très clair sur le dessin, là, c'est vraiment l'organe spiral, donc j'essaie de le dessiner mieux, c'est vraiment les éléments qui vont se retrouver à l'intérieur. Donc, la traduction d'un onde sonore en influx nerveux, c'est là que ça se passe dans l'organe spiral, qui est en fait dans la cochlée. Et ce qu'on voit en bleu ici,
en haut et en bas, c'est les rampes remplies de lymphe, de liquide. Et je vais être franc avec vous, que vous ne distinguiez pas l'art de lymphe, la périlymphe, ça ne me dérange pas tellement, c'est des détails que vous n'utiliserez pas vraiment plus tard, mais toute la mécanique de qu'est-ce qui se passe au niveau de la lymphe, au niveau de l'organe spiral, donc en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau du pavillon jusqu'à temps qu'on arrive ici dans l'organe spiral, tous les événements, bien, ça, vous devez être capable de les décrire. Puis si je bloque un des événements pour X problème ou X raison médicale, bien évidemment, la chaîne d'événements est arrêtée et vous êtes sourd. Okay? C'est un peu ça que je vais vous amener à réfléchir. Donc, là, je vous ai présenté un petit peu les éléments très rapidement, mais on va les reprendre en détail maintenant pour comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc, regardez bien ce que je fais. Ce que j'ai encerclé ici, je fais un agrandissement et je vous le montre ici. Donc, l'encadré qui est ici, en fait, c'est ça mon organe. C'est l'intérieur de mon organe spiral. Ou encore, si vous le voyez ici. Donc, je suis vraiment dans la cochlée. On reconnaît les rampes remplies de lymphe. Exemple, ici, j'ai la rampe vestibulaire qui, généralement, va être située en haut de l'organe spiral. Et en bas, j'ai la rampe tympanique. Donc, les sons, en fait, vont arriver par la rampe vestibulaire, va provoquer des événements dans l'organe spiral et les sons vont être chassés, expulsés par la rampe tympanique. C'est surtout ça pour l'instant, je veux que vous compreniez. La deuxième chose, si je regarde l'organe spiral, il y a plusieurs structures. Il y a une lame basilaire dans l'organe spiral, il y a une membrane qu'on appelle la membrane tectoria et il y a des stéréocyles. Donc, je fais l'agrandissement et je m'en viens ici. La lame basilaire qui est formée d'une couche de cellules ici, là, donc on le voit bien, c'est comme un peu la base, okay, de mon organe spiral. Et je vais avoir au-dessus de tout ça une espèce de membrane ici que j'appelle la tectoria ou la membrane tectoria qui fonctionne un peu comme un drap. Imaginez-vous là, un drap de lit que vous tendez. Là, vous êtes deux, vous tenez le drap, puis vous le tendez comme une peau de tambour. Et quand on va percuter la membrane tectoria avec une onde, vous donnez comme un petit coup. Okay? Un petit coup sur la membrane tectoria, ça va faire des ondulations. Vous bougez le drap. Et ce qui est dur à croire, là, c'est que ce petit mouvement de drap-là, donc aussitôt que la membrane tectoria ondule, ça va faire pivoter les stéréocyles. Et les stéréocyles, en fait, c'est des mécanorécepteurs. Donc, généralement, les mécanorécepteurs, on a déjà vu ça, peut détecter le toucher et tout, c'est vrai pour les sens du toucher, mais aussi on a parlé d'étirement au niveau, exemple, du col utérin ou d'étirement d'un organe et tout. C'est un peu la même chose ici. Donc, la membrane tectoria, quand elle va onduler sous l'effet d'une onde sonore, on va faire bouger les stéréocyles. En fait, ils vont pivoter et simplement en bougeant, parce qu'évidemment, les stéréocyles sont raccrochés, rattachés à la membrane. Donc, simplement en pivotant les stéréocyles, ça va déclencher un influx nerveux dans les neurones sensitifs ici. Et ces neurones sensitifs, donc, sont toujours à l'intérieur de mon organe spiral, vont transformer ce mouvement des stéréocyles en influx nerveux qui vont être déplacés par les axones et le regroupement des axones de ces différents neurones sensitifs, ben, ça va former un nerf qu'on appelle le nerf cochléaire et éventuellement on va aller vers l'encéphale pour finir dans les régions, les aires auditives en fait, primaires et associatives, comme vous savez maintenant, pour interpréter, analyser les différents sons que vous entendez. Là, je sais que j'ai garoché ça un petit peu, hein? Un petit morceau à gauche, à droite, pavillon, là, c'est tout comme un casse-tête. Là, vous avez une idée générale. Là, on va tout rassembler ça en une histoire cohérente, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est peut-être pas trop clair. Puis là, vous dites, ouais, il y a plein de choses en même temps. Ben, c'est correct, c'est normal. Là, ce que je fais avec vous autres, c'est que je reprends toute mon histoire. Donc là, je pars du pavillon. Je vais tout vous expliquer dans l'ordre chronologique les événements de l'audition. Je vais reparler des rampes, de tout ce que je viens de dire en fait. Puis là, on fait ça en histoire cohérente. Okay? Donc, éventuellement, ce que je veux, c'est que vous soyez capable d'expliquer toute l'histoire que je vais faire. Alors ici, je le saute, là, la cochlée qui contient l'organe spiral, ben, je viens de l'expliquer. Donc, on voit vraiment la membrane tectoria, stéréocyle, le nerf et tout. Donc, c'est vraiment l'organe de l'audition. C'est là qu'on va vraiment traduire une onde sonore en influx nerveux qui va être capable d'être interprété. Donc, ce que je vous raconte maintenant, c'est un peu comme la fin, là, dans le sens où si tout ce que je dis est clair, eh bien, là, on va pouvoir justement expliquer correctement l'audition. Donc, en fait, je veux que vous soyez capable de faire l'étapage jusqu'à la fin. Pas tout à fait comme c'est écrit dans le livre, à ma manière. Si ma manière est claire, c'est suffisant pour l'examen.
Alors, la première étape, on ne le voit pas vraiment sur le schéma ici. Là, ils ont coupé, par souci d'agrandissement, le pavillon, mais je commencerai l'étape comme ça. Donc, l'étape 1, ce que vous devez me dire, c'est que le pavillon ou l'auricule, c'est la même chose, va capter les ondes sonores. Ensuite, l'étape suivante, le pavillon ou l'auricule, la même chose, va diriger, donc on redirige les ondes sonores vers le conduit auditif, ou si vous préférez le meilleur acoustique, c'est la même chose. Donc ça, c'est comme ma deuxième étape. Les ondes sonores partent donc du pavillon vers le conduit auditif. Le rôle du conduit auditif, étape suivante, donc l'étape 3, exemple, le rôle du conduit auditif, c'est de transporter, de déplacer les ondes sonores vers le tympan. L'étape suivante, les ondes sonores percutent le tympan et on fait vibrer le tympan. Donc, c'est ce qu'on voit ici avec les petits symboles, là, avec les petites lignes. C'est pour montrer que les ondes sonores ont frappé le tympan, puis il va vibrer. Qu'est-ce qui se passe ensuite, après que le tympan vibre? Bien, comme je l'ai dit tantôt, les osselets, le premier osselet, le marteau, il est accroché au tympan. Donc, étape suivante, le tympan, en vibrant, transmet les ondes sonores aux osselets, et les osselets, incluant marteau, enclume, étrier, vont se cogner ensemble. Donc, en se cognant ensemble, on va transmettre les ondes sonores comme ça, d'un petit os à l'autre, d'un osselet à l'autre. Là, écrivez pas ce que je vous dis. Je rouvre une parenthèse pour vous expliquer la phrase. Vous n'avez pas à écrire. Je le fais avec une flèche. Donc, quand le tympan fibre, le marteau va venir frapper l'enclume. Et en frappant l'enclume, ça va le faire vibrer. Et là, l'enclume va venir frapper l'étrier, ce qui va le faire vibrer. Donc, c'est en se cognant un sur l'autre, et en se cognant, en fait, ça fait vibrer l'osselet, et c'est comme ça qu'on transmet, en fait, les vibrations sonores. C'est les vibrations de l'os, hein, qui va se transmettre d'un os à l'autre. Donc, c'est quand même assez fascinant de voir que, finalement, on parle d'une onde sonore invisible, on fait vibrer le tympan, les os se cognent, et juste le fait de cogner les petits osselets, ça va transmettre l'information sonore. Je reprends mon histoire. Okay, donc là, vous pouvez noter ce que je vais rajouter. La dernière étape que vous avez écrite dans votre cahier de notes, c'était de me dire que les osselets se frappent ensemble. Donc, l'étape suivante, qu'est-ce qui arrive après? Bien, le dernier osselet, l'étrier, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir agir sur la fenêtre vestibulaire. La fenêtre vestibulaire, c'est un peu comme le point d'entrée de la rampe ici. Donc, c'est comme le hall, hein? C'est comme le hall d'une maison, la pièce d'entrée quand tu rentres chez quelqu'un. Mais ici, le vestibule, la fenêtre vestibulaire, c'est la porte d'entrée, si on veut, de la cochlée. Hein? On va aller à l'intérieur de la cochlée après. Donc, je ne l'ai pas dit, mais il y a deux petits sacs membraneux dans la fenêtre vestibulaire qui vont, je dirais, être d'une certaine manière comprimés par le dernier osselet, l'étrier. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer, en fait, c'est qu'une fois que le dernier osselet, l'étrier, vibre, on va finir comprimer les structures dans la fenêtre vestibulaire. Donc, on va, en fait, provoquer cet événement sur la fenêtre vestibulaire. Donc, pour faire simple, vous pourriez noter que l'osselet, le dernier osselet, l'étrier, transmet les ondes sonores à la fenêtre vestibulaire. Et par la suite, il va se passer une série d'événements. Donc, encore une fois, là, vous déposez votre crayon, je ne veux pas que vous écriviez, faites juste écouter la série d'explications, puis ensuite, je reprendrai mon histoire. Pour comprendre un peu l'intérieur de la cochlée, je vous l'ai dit tantôt sur les schémas, mais je ne les trouve pas clairs. Ici, c'est beaucoup plus clair. Donc, la première chose, il y a deux rampes. Les rampes, c'est des conduits remplis de lymphe. Comme je disais tantôt, c'est du liquide. Donc, la première rampe, celle du haut que je pointe présentement, c'est la rampe vestibulaire, parce qu'évidemment, elle est connectée à la fenêtre vestibulaire. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, j'ai en bas ici la rampe tympanique qui sert à évacuer les sons. Une fois que c'est terminé, on les évacue. Entre les deux rampes, ce qui est en mauve ici, j'ai en fait l'organe spirale. Donc, l'organe spirale, il est situé comme ça dans ce qui est en mauve ici, tout au long comme ça. Et si je fais un retour en arrière, souvenez-vous, l'organe spirale, c'était essentiellement trois choses. La membrane tectoriale, les stéréocyles et les cellules nerveuses qui vont se connecter avec le nerf cochléaire. Donc,
tout ça, c'est ici. Et en gros, comment ça fonctionne? C'est qu'on doit comprimer l'organe spirale. Et là, je vous donne un exemple, que ça soit clair, avant de revenir aux notes de cours. Imaginez-vous que vous êtes sur le bord d'un lac, vous lancez des cailloux dans l'eau. L'eau du lac va onduler, va faire des vaguelettes. C'est exactement le concept. C'est qu'on va faire des espèces de petites vagues dans la lèvre, comme dans l'eau. Et le fait qu'on va entrechoquer les trois osselets, qu'on va venir agir sur la fenêtre vestibulaire, peu importe, ce que ça provoque, c'est des espèces de petites vagues comme ça, dans le liquide, dans la lymphe, qui composent la rampe vestibulaire. Et ces petites vagues-là, éventuellement, vont venir comprimer l'organe spiral. Et en le comprimant, on appelle ça des fois dans le texte des ondes de compression. Donc oui, c'est toujours comme des ondes sonores qui sont déplacées, mais rendues aux osselets, l'action des osselets sur la fenêtre vestibulaire va provoquer des vagues. Et ces petites vagues-là écrasent l'organe, la membrane tectoriale et tout ça, on verra ça tantôt. Donc on va venir comprimer l'organe spiral. Et c'est cette compression physique qui fait qu'on va déclencher un influx nerveux. Et ensuite, l'onde passe à travers comme ça, la membrane, pas la membrane, mais l'organe spiral, et va recirculer en sens inverse dans la rampe tympanique pour se débarrasser du son. Puis en gros, c'est pas mal ça, l'histoire. Tout ce qui va me rester à faire, c'est vous expliquer qu'est-ce qui se passe techniquement dans l'organe spiral. Donc là, je reprends vos notes de cours. La dernière chose que je vous ai fait noter, c'était le dernier osselet qui agissait sur la fenêtre vestibulaire. Maintenant, ce que vous allez écrire, c'est les étapes suivantes. Donc, après la fenêtre vestibulaire, qu'est-ce qui se passe? Vous allez noter que la production de petites vagues dans la rampe vestibulaire, donc une production de petites vagues dans la rampe vestibulaire, ce qui permet de déplacer les ondes dans la rampe vestibulaire. Ensuite, l'étape suivante, ces ondes qui se déplacent dans la rampe vestibulaire viennent comprimer l'organe spiral. Donc, les ondes de la rampe vestibulaire viennent comprimer l'organe spiral. Et là, je vais prendre l'image en arrière pour que ce soit plus clair. Plus précisément, qu'est-ce qui se passe? Donc, imagine-toi ici, la flèche, c'est les ondes qui compriment l'organe spiral. Juste pour qu'on suive bien, je suis dans l'encadré ici. Donc, ce que je viens de vous faire écrire, c'est la flèche 4, en fait, ici sur le dessin. Et là, on vient comprimer l'organe spiral. Maintenant, ce que je te fais rajouter dans les notes, c'est qu'on va aller plus loin. Qu'est-ce que ça fait, la compression? La flèche ici, c'est l'onde qui comprime l'organe spiral, mais plus précis. Dans l'organe spiral, j'ai une membrane qui s'appelle la membrane tectoriale. Donc, maintenant, ce que vous écrivez, l'onde sonore permet... en fait, je m'excuse, oubliez ça, c'est pas une onde sonore, ici, c'est une onde de compression, parce qu'on est dans le liquide, évidemment, c'est la petite vague. Donc, on recommence. L'onde de compression permet de comprimer la membrane tectoriale. Pas très élégant, compression comprimée, mais ça fait la job. Donc, l'onde de compression comprime la membrane tectoriale. Puis évidemment, vous avez compris que la membrane tectoriale, c'est à l'intérieur de l'organe spiral. Par la suite, une fois que la membrane tectoriale est comprimée, ça permet le déplacement des stéréocyles. Parce qu'évidemment, comme je l'ai dit tantôt, les stéréocyles sont accrochés à la membrane tectoriale. Donc, je répète, la compression de la membrane tectoriale permet le déplacement des stéréocyles, ce qui engendre la production d'un influx nerveux dans le neurone sensitif. Okay, donc, ce qui permet la production d'un influx nerveux dans le neurone sensitif. Donc, on le voit très bien ici, les stéréocyles, donc les mécanorécepteurs qu'on appelle stéréocyles, sont accrochés comme ça aux neurones sensitifs. Et en fait, ces neurones-là, ce qu'ils vont faire, ces neurones sensitifs vont produire des influx nerveux qui vont être acheminés, bon, évidemment par les axones, mais ces axones-là vont se regrouper ensemble pour former le nerf cochléaire. Donc, les influx nerveux, ça, c'est dans le fond, c'est pour comprendre la suite. Vous pouvez noter ceci. Les influx nerveux se déplacent par le nerf cochléaire.
Puis ensuite, on va quitter l'oreille. On verra tantôt à quel endroit on va se ramasser une fois à l'extérieur de l'oreille. Donc, en gros, il me reste juste une chose à vous dire. Comment on va évacuer les sons? Donc, évidemment, une fois que j'ai comprimé la membrane tectoriale, les stéréocyles bougent, je fais les influx nerveux, se déplacent dans le nerf cochléaire. C'est ce qu'on voit ici dans l'encadré en rouge. Donc, la flèche ici que j'ai encerclée, c'est tout ce que je viens de dire. On ne le voit pas sur ce dessin-là, c'est trop petit, mais on comprime la membrane tectoriale, stéréocyle, j'ai fait un influx nerveux et on va se déplacer par le nerf cochléaire qui est ici, puis on s'en va vers l'encéphale. Maintenant, les sons ne peuvent pas rester coincés dans l'oreille interne pour la vie, il faut s'en débarrasser. Ça, c'est la dernière étape à me dire. Alors, pour évacuer les sons, ou les ondes, on va utiliser la rampe tympanique. Donc, ce qu'on va écrire, les ondes sont évacuées par la rampe tympanique, puis éventuellement, on va revenir ici à une structure qui s'appelle la fenêtre cochléaire pour évacuer les sons, puis on s'en débarrasse. Pour chaque onde qui percute votre tympan, c'est toujours cette histoire-là qui se reproduit. Donc, c'est assez particulier l'audition, hein? C'est très mécanique et tout. Et évidemment, vous avez le tympan perforé. Vous avez les osselets qui cassent. Peu importe. Vous avez détruit les stéréocyles. Ben, peu importe l'événement que je vais empêcher, ça brise la chaîne de transmission des ondes et vous risquez la surdité. Moi, j'ai connu un gars qui a travaillé très, très longtemps dans les bars, les clubs, puis technicien de son, puis à un moment donné, il a commencé à avoir des acouphènes. On en reparlera tantôt. Mais en fait, il y a une destruction des stéréocyles qui se fait, puis s'il y en a trop qui sont brisés, ben, ça peut amener des acouphènes, ça peut amener de la surdité, évidemment. Donc, des ondes très fortes à répétition peuvent venir abîmer ces structures fragiles-là, puis ça amène des problèmes auditifs, évidemment. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, en gros, là, il me reste juste une chose. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui arrive après au nerf cochléaire. On s'en va où pour terminer les voies auditives? Hein? Vous commencez à comprendre, j'ai fait ça pour les 5 sens, les voies visuelles, etc. Donc, c'est de savoir un peu comment tout ça est organisé. Avant d'expliquer ça, je fais un résumé rapide. Okay? Donc, évidemment, vous pouvez toujours reculer la capsule, mais rapidement pour que ça soit clair. Là, je donne moins de détails, c'est juste un résumé. Pavillon attrape les ondes sonores, passe dans le conduit auditif, percute le tympan qui vibre, fait bouger les osselets. En se cognant ensemble, on transmet l'information, donc les ondes sonores, à la fenêtre vestibulaire, qui va traduire ça sous forme de petites vagues, de vaguelettes, dans le liquide de la rampe vestibulaire. On déplace ces petites ondes sous forme de vagues vers l'organe spiral. Plus concrètement, on écrase la membrane tectoriale, ce qui fait bouger les stéréocyles, produit un influx nerveux qui va, des influx nerveux qui va se déplacer dans le nerf cochléaire. On verra après où on s'en va. Et ensuite, on évacue ces ondes-là par la rampe tympanique, on va quitter la fenêtre cochléaire, puis on s'en débarrasse. C'est pas mal ça que je viens de dire, même si ça paraissait très long, c'est pas beaucoup plus compliqué. Maintenant, le nerf cochléaire, on le voit ici. Donc là, évidemment, on reconnaît la cochlée. Qu'est-ce qui arrive? Bien là, le nerf cochléaire vient se brancher dans le tronc cérébral, plus particulièrement au niveau du bulbe, donc le bulbe rachidien. Et en fait, au niveau du bulbe, on s'en va où? Bien, toujours la même chose, donc on le voit dans le texte ici, là, le bulbe, toujours la même chose, le thalamus, hein, qui redistribue. On avait vu 2 exceptions, en fait, une exception là, pour l'odorat qui allait dans l'hypothalamus, mais toutes les autres informations sensitives passent dans le thalamus. Donc, c'est la même chose. On voit ici qu'on va aller se connecter avec un autre neurone qui m'amène l'information au niveau du thalamus. Et le thalamus se connecte avec un 3e neurone de 3e ordre et envoie ça dans le bon air, donc l'aire auditive primaire, ce qu'on voit ici, qui interprète une première interprétation des sons. Puis si vous vous souvenez des capsules précédentes, ben, il n'y a pas juste l'auditive primaire. L'auditive primaire va se connecter avec un autre neurone, ici qu'on ne voit pas, pour l'auditive associative, ou parfois qu'on parle de secondaire. Et là, après la 2e aire, hein, l'associative, donc auditive associative, on est capable d'interpréter avec beaucoup de précision le son, évidemment. Et là, vous avez le chemin au complet. Donc, en fait, vous devez être capable, à partir du pavillon, m'expliquer tous les événements jusqu'à temps que j'arrive au cerveau. Donc, tous les événements qu'on a vus, nerf cochléaire, bulbe, thalamus. Donc, on rentre par le tronc cérébral, thalamus. Je m'en vais dans l'aire auditive primaire associative. Et là, vous êtes capable de reconnaître un groupe de musique, la voix du prof et tout ça.
C'est ça que je vous demande, OK, pour les voies auditives. Maintenant, il y a des gens qui se disent, ouais, mais là, pourquoi il y a une connexion avec les colliculus? Okay? J'en ai pas parlé aujourd'hui. Je rouvre la parenthèse. C'est une question que vous êtes capable de résoudre parce qu'on a vu le rôle des colliculus inférieurs supérieurs. Et donc, c'est une petite révision, mais effectivement, j'ai toujours le circuit pour l'audition, mais en même temps, on informe les colliculus ici du mésencéphale. Donc, comme une connexion de plus, hein? C'est pas une voie directe au thalamus, c'est comme une autre connexion avec les colliculus. Puis, dans les voies visuelles, on n'en parle pas trop, mais il y a une connexion aussi qui se fait dans les colliculus, mais supérieurs. Et souvenez-vous, les colliculus du mésencéphale, inférieurs pour l'audition ou supérieurs pour le visuel, ça provoque une réponse réflexe de la tête pour un son, pour une image qui pourrait vous mettre en danger. OK? Donc, exemple, il y a un bruit d'auto, quand vous traversez la rue, un bruit d'auto, le réflexe, votre tête pivote pour voir si vous allez vous faire frapper. C'est un mécanisme de survie. Et cette réponse réflexe est contrôlée par les colliculus. Donc, les colliculus doivent interpréter tous les sons. Je vous explique le cours présentement. Les colliculus perçoivent, mais ne provoquent pas une réponse réflexe de la tête. Votre vie n'est pas en danger, vous essayez de comprendre mon cours. C'est une autre situation. Mais tous les sons vont passer comme ça, thalamus, aire auditive, mais il y a toujours comme les colliculus qui sont informés. Et effectivement, comme l'animal qui est une proie, qui entend une branche cassée, puis ça pourrait être un prédateur, réflexe de tourner la tête pour voir la voiture qui pourrait vous percuter parce que vous êtes dans la lune ou dans vos pensées. Donc, c'est la même chose. Parce qu'ici, c'est les colliculus inférieurs pour l'audition, puis si ça serait supérieur, ben, c'est pour un réflexe de la tête, mais contrôlé par un stimulus visuel. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, c'est des choses qu'on avait déjà vues. Mais cette parenthèse-là, je la ferme. Elle existe toujours, parce que ce que je vous ai dit par le passé est toujours vrai. Mais évidemment, aujourd'hui, ce qui m'intéresse plus, pas la réponse réflexe du mésencéphale avec les colliculus, mais plus, justement, de m'expliquer comment la physiologie de l'audition, donc ce que je viens de faire. Et pour terminer la capsule, ben, j'ai parlé un peu de l'acouphène. Je vais parler aussi du mal des transports. Donc, mettons le mal de mer si tu es en bateau, pour vous expliquer un petit peu. Donc, acouphène, bon, évidemment, la surdité, tu n'es pas capable de percevoir les sons. Je n'ai parlé un petit peu tantôt, tout le monde sait ça. Acouphène, c'est autre chose. En fait, c'est bien connu, puis c'est pas tant non plus. Les causes, il y en a plusieurs, pas évident. Ça se traduit de façon différente d'une personne à l'autre. Mais la cause classique des acouphènes. Donc, premièrement, c'est quoi un acouphène? C'est un bruit généralement constant que tu entends. C'est comme une hallucination auditive. On parle de tintement, bourdonnement, des gens que c'est des sifflements et tout ça. Ça peut être très achalant. Il y a des gens que ça vient, ça part, mais souvent, ça peut être 24 heures sur 24. Là. C'est très difficile. Mais ce qui est clé d'un acouphène, c'est un son comme ça, un peu particulier, mais il n'y a pas de stimulus auditif. Donc, il n'y a pas de son. Exemple, tu entends une bouilloire siffler, mais il n'y en a pas de bouilloire, là. Tu es en train de dormir ou tu écoutes la télé. Tu entends tout le temps un petit bourdonnement de fond, mais il n'y en a pas de son qui fait un bourdonnement. Il n'y a pas de moteur de voiture, il n'y a pas rien, là. Tu es dans un endroit tranquille, dans le bois, mais tu entends toujours le bourdonnement. Et évidemment, ça peut être problématique, ça ne se guérit pas vraiment. Donc, c'est un problème neurologique, en fait. Et qu'est-ce qui arrive? Bien, généralement, c'est une hallucination qu'on j'appelle, c'est une confusion du cerveau jusqu'à un certain point. Le cas classique, là, c'est une destruction des neurones sensitifs. Donc, exemple, les neurones sensitifs, je les dessine ici sous forme symbolique, là. Bon, il y a leur dendrite et tout, mais j'en ai une série comme ça, au niveau de l'organe spiral, et leurs axones ici vont définir le nerf cochléaire. Si, exemple, suite à des sons trop forts ou une destruction X ou Y, le neurone ici disparaît, il vous en reste. Vous les perdez tous, c'est sûr que vous allez être sourds. Mais mettons, j'ai les deux ici qui disparaissent. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que j'ai le neurone 1, hop, il manque le 2, j'ai le neurone 3, 4, hop, il m'en manque un, j'en ai un autre ici. Les espaces manquantes, c'est des neurones, on ne peut pas les remplacer. Contrairement au goût ou encore à l'odorat, qu'on avait des cellules basales, on n'en a pas ici. Donc, ce que vous détruisez, c'est comme n'importe quel autre neurone, sont morts, on n'en a plus. Alors, les deux manquants ici, ça achale votre cerveau. Lui, il n'est pas capable. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il essaie de compléter. Il essaie de s'adapter. Donc là, le fait qu'il n'y a plus de stimulation nerveuse ici, alors que j'en ai dans les autres à côté, fait en sorte qu'on n'aime pas ça. Donc, il crée des faux sons. Ton cerveau, c'est pour ça que je dis que c'est une hallucination. Lui, il va interpréter que, il va faire un semblant que pour compléter, il m'en manque un, donc je vais faire un semblant qu'il y a un influx qui arrive ici, puis je vais interpréter ça comme un son quelconque. Ce qui amène le faux son, le bourdonnement et tout ça. Et
c'est comme si... Donc ça, c'est une chose. Donc c'est une interprétation qui est fausse. Puis il y a aussi un autre événement qui explique... Il y a certaines études qui démontrent que pour compenser, les deux neurones voisins ici vont augmenter leur production d'influx nerveux alors qu'il n'y a même pas de stimulus. Donc là, c'est pas le cerveau qui compense, c'est le fait qu'il n'y a plus d'influx nerveux qui arrivent dans les aires auditives qui ne devraient pas en avoir. Donc ça crée aussi des bruits qui n'existent pas. Mais peu importe, c'est qu'il y a un manque de neurones qui a été détruit, puis on surcompense en termes de production d'influx nerveux, que ce soit au niveau du cerveau ou des neurones voisins, peu importe la cause, il y a plus d'influx. Et là, on interprète ça comme un son, mais il n'existe pas ce son-là. Ce qui est très difficile à expliquer, donc ça, on connaît assez bien. Ce qui est très difficile à expliquer, personne A, personne B, on a les mêmes neurones de détruits. Dans mon cas, exemple, je suis la personne A, j'ai pas d'acouphène, j'ai un problème de surdité, j'entends moins bien certaines fréquences, mettons, ça peut être les basses fréquences, les hautes fréquences. Chaque neurone est spécialisé dans une fréquence particulière. Donc, si les deux ici étaient pour les basses fréquences, il y a des sons de basse fréquence que je percevrai pas. Donc, tu as la voix grave, il y a peut-être des paroles que je manquais, tu as une voix aiguë, je vais peut-être plus percevoir. Donc, ça va. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que dans mon cas, ça se traduit par un problème d'audition. Puis l'autre personne d'à côté, pour la même destruction, on parle d'acouphène. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas tant connu non plus, parce qu'à la cause similaire, ça se traduit pas toujours par un acouphène. Ça peut se traduire par des problèmes de surdité. Pourquoi chez la personne B, c'est un acouphène, puis l'autre pas? Des différences biologiques, génétiques qui peuvent expliquer ça, mais ça, c'est encore mal compris. Donc, évidemment, pour l'examen, juste être capable d'expliquer c'est quoi un acouphène. Bourdonnement, tintement, des petits bruits qui se font continuellement. Et ça s'explique comment? Destruction des neurones, puis on compense avec une surproduction d'influx nerveux, ce qui nous fait apparaître des sons qui n'existent pas en fait. Et là, le mal des transports, mal de mer, tu es en bateau, tu es en voiture, tu as une sensibilité. Pourquoi je parle de ça avec l'oreille qui est dans l'audition? C'est vraiment relié, mais c'est plus avec les canaux semi-circulaires. Donc, si tu te souviens de tantôt, tes canaux semi-circulaires n'ont aucun rôle dans l'audition. En fait, le corps détecte des mouvements, c'est pas faux, donc les propriocepteurs un peu partout, mais on va aller plus loin que ça. Pas juste le corps, on est dans l'oreille, donc on va faire un lien avec le cours d'aujourd'hui. L'oreille interne, évidemment, plus particulièrement les canaux semi-circulaires. Semi-circulaires qu'on a vu, donc avec les liquides qui se déplacent, qui vous positionnent dans l'espace. Donc, c'est important pour l'équilibre et tout. Et je reviens toujours au même exemple. Vous êtes à la ronde, vous avez la tête en bas dans un manège, vous le voyez avec vos yeux, parfait, vous êtes à l'envers, je bande les yeux, votre corps, votre oreille interne avec les canaux semi-circulaires détecte aussi que vous êtes la tête en bas. Maintenant, c'est ça qui explique le mal de mer ou le mal de transport, c'est qu'il y a une confusion entre ce que votre oreille interne interprète versus ce que vos yeux interprètent. Et là, on n'a pas la même information. Et je vous donne un exemple très clair. Si vos yeux détectent que vous bougez, puis que vous avez la tête en bas, et que c'est confirmé par votre oreille interne, par les canaux semi-circulaires et le reste des propriocepteurs dans votre corps, n'a pas de problème. Tout est conforme. Mais qu'est-ce qui arrive quand les yeux vous disent une chose, puis l'oreille interne dit l'inverse? Là, il y a une confusion, puis l'encéphale ne sait plus quoi faire. Et c'est exactement ça. Vous êtes en bateau, en voiture, pour chez certaines personnes, les yeux ne voient pas de mouvement. Tout a l'air stable. Donc, votre encéphale interprète ça comme on ne bouge pas. Mais les petits mouvements sur l'eau et tout, donc votre corps détecte des mouvements. Votre oreille interne, dans les canaux semi-circulaires, il y a un peu de mouvement de liquide. Donc, dans ce cas-ci, on interprète que ça bouge. Mais ça bouge pas. Et c'est ça le problème. C'est la confusion entre le fait qu'il y en a un qui dit qu'il n'y a pas de mouvement, les yeux, et que l'autre dit qu'il y a des mouvements. Donc la confusion, votre cerveau ne sait pas comment interpréter. Donc sa solution, c'est de vous donner mal au cœur puis d'être étourdi. C'est pas vraiment une solution, c'est un problème d'interprétation. Et on dit tout le temps que le cerveau est puissant et tout, mais il n'est pas infaillible, évidemment. Puis il y a des erreurs parfois. Puis des fois, on a des hallucinations dans certaines maladies, la schizophrénie, parfois des formes sévères. Des gens qui font des psychoses, qui hallucinent des voix, des images. C'est quoi la différence entre moi et toi? Nous, quand il y a une image, on fait les influx nerveux au bon moment, au niveau de l'air visuel. Mais si tu parles des influx nerveux dans l'air visuel quand c'est pas le temps, tu vas avoir des choses qui n'existent pas. C'est les mêmes neurotransmetteurs, c'est le même subsystème qui rentre pour faire l'influx, comme on a déjà vu.
Donc, le cerveau cafouille dans ce cas-ci, puis on donne des médicaments et tout pour gérer ces influx-là, ces neurotransmetteurs-là, mais c'est la même chose. Mais c'est à peu près la même affaire ici. On a parlé de douleurs projetées. Là, je viens de vous parler d'hallucinations visuelles auditives ou de confusion ici. Il y a un point commun, c'est qu'on interprète des choses qui ne sont pas là. Donc, on fait des influx nerveux au mauvais moment. On en fait trop, pas assez. Puis ici, c'est vraiment parce qu'on a des signaux contradictoires qui fait que l'on ne sait pas trop comment interpréter. Donc, en fait, c'est assez simple comme explication. Sur ça, ben maintenant, vous êtes vraiment... vous savez tout ce qu'il deviez savoir sur les sens. Donc, je vous souhaite une bonne étude. Ça devrait bien aller. C'est beaucoup moins compliqué à comprendre que ce qu'on a fait dans les dernières capsules. Mais comme toujours, si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Puis, ben, il va rester juste une capsule pour la matière au prochain examen, c'est le système nerveux autonome. Donc, dans les prochaines capsules, on va étudier ça un petit peu et ça va compléter enfin la matière du système nerveux, qui est un très gros système. Donc, après la dernière capsule, après la prochaine capsule, on termine le système nerveux et ben, il restera éventuellement pour terminer la session le système musculaire et endocrinien. Donc, voilà, c'est ce qui vous attend. Je vous souhaite une bonne étude et on se revoit dans la prochaine capsule, évidemment.